Avery Clavering, professeur de zoologie dans une université californienne, apprit l'existence des escargots géants de Kouwa par une note en bas de page dans un livre sur les mollusques. Son congé sabbatique allait arriver dans 3 mois, quand il lut ces quelques lignes. Les indigènes des îles Matussas racontent que des escargots encore plus gros que celui-ci existent sur l'île déserte de Kouwa, à une quarantaine de kilomètres des îles Matussas. Les Matousiens affirment que ces escargots possèdent une coquille de 3 mètres de diamètre et qu'ils sont mangeurs d'hommes. Le professeur William Stead, qui vit aujourd'hui aux îles Matussas, a exploré Kouwa en 1949 sans y trouver le moindre escargot. Mais la légende persiste. Cet article souleva l'intérêt du professeur Clavering parce qu'il désirait beaucoup découvrir un animal quelconque, un oiseau, un reptile, ou même un mollusque, auquel il donnerait son nom. Quelque chose clavéringie. Le professeur avait 48 ans. Il n'était peut-être pas encore talonné par la vieillesse, mais il n'avait acquis jusqu'à présent aucune notoriété particulière. La découverte d'une nouvelle espèce lui conférerait l'immortalité dans son domaine. Les Matussas, dit le professeur sur une carte, étaient 3 petites îles qui formaient ensemble les pointes d'un triangle isocèle, non loin de Hawaï. Il écrivit une lettre au professeur Stead et reçut la réponse suivante, tapée sur une abominable machine à écrire, avec tant de mots si pâles qu'il eut bien des difficultés à la lire. Cher professeur Clavering, il y a longtemps que j'entends parler des escargots géants de Kawa, mais avant que nous entreprenions un aussi long voyage, je dois vous dire que les indigènes ici m'assurent qu'un groupe d'entre eux est allé il y a une vingtaine d'années à Kouwa pour exterminer ces prétendus escargots mangeurs d'hommes. Qui, craignait-il, aurait pu traverser à la nage l'océan entre Kouwa et les Matussas et causer quelques dégâts à ces dernières îles? Ils affirment avoir anéanti tant la communauté des escargots, à l'exception d'un vieux, qu'ils ne réussirent pas à tuer. Cela est caractéristique des histoires des indigènes. Il y en a toujours un qui en réchappe. Je suis à peu près sûr que les escargots n'avaient pas plus d'1 mètre de diamètre et qu'ils n'étaient pas, ici un mot illisible, à la fois à cause du ruban usé et d'un insecte écrasé. Vous dites que vous avez là quelque chose sur mes tentatives de trouver les escargots géants en 1949. Ce que la note en bas de page ne disait pas, c'est que depuis, j'ai fait plusieurs voyages à leur recherche. En fait, je me suis retiré aux îles Matussas dans ce but précis. À présent, je suis persuadé que les escargots étaient du folklore pur et simple, un produit de l'imagination des indigènes. Si j'étais vous, je ne gaspillerais ni mon temps ni mon argent à entreprendre une expédition. Respectueusement vôtre, professeur Stead. Le professeur Clavering avait de l'argent et du temps. Il décela dans la lettre du docteur Stead une certaine amertume. Peut-être le docteur Stead n'avait-il simplement pas eu de chance. Par correspondance, le professeur Clavering loua, au départ d'Hawaï, un voilier de 9 mètres muni d'un moteur auxiliaire. Il voulait faire le voyage seul, à partir des Matussas. Quelque chose clavéringie. Quelle que soit sa taille, l'escargot serait probablement différent de toutes les variétés connues, à cause de son isolement, s'il existait. Il projetait de partir 1 mois avant sa femme, et de les rejoindre à Hawaï, elle et Wanda, leur fille de 20 ans, pour des vacances plus orthodoxes, dès qu'il aurait fini d'explorer Kouwa. 1 mois, cela lui donnerait bien assez de temps pour trouver l'escargot, même s'il n'y en avait qu'un, pour prendre des photos et écrire des notes. C'était la fin de juin quand le professeur Clavering, équipé de bidons d'eau, de cornets de bif, de soupe et de lait en boîte, de biscuits, de bloc-notes et de stylos, d'un appareil photo, d'un couteau, d'une hachette et d'une carabine, dont il savait à peine se servir, partit d'une des îles Matussas en direction de Kouwa. Le docteur Stead, qui avait été son hôte pendant quelques jours, l'accompagna jusqu'au bateau pour lui dire au revoir. Le docteur Stead avait 75 ans, selon ses dires, mais paraissait plus âgé, peut-être à cause des ravages de l'alcool et de la vie apparemment sans but qu'il menait à présent. Il ne s'était plus mis en quête de l'escargot géant depuis 2 ans, avait-il avoué. On pourrait dire que j'ai consacré le dernier tiers de ma vie à la recherche de cet escargot, déclara le docteur Stead. Mais c'est là le destin de l'homme, je suppose, la poursuite de ce qui n'existe pas. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, professeur Clavering. Il agita son vieux chapeau de paille quand le Samantha, propulsé par son moteur, quitta l'embarcadère. Le professeur Clavering avait établi avec le docteur Stead le plan suivant.
Si effectivement il trouvait des escargots, il reviendrait immédiatement, prendrait quelques indigènes pour l'accompagner et retournerait à Koua avec du matériel pour fabriquer des caisses à claire-voie dans lesquelles il ramènerait les escargots. Le docteur Steed avait exprimé un certain doute sur sa réussite. Pour ce qui était de persuader les indigènes de l'accompagner, surtout si l'escargot ou les escargots étaient vraiment grands. Mais il fallait dire aussi que le docteur Steed s'était montré négatif vis-à-vis de tout ce qui se rapportait à l'expédition du professeur Clavering. C'était avec plaisir que le professeur Clavering s'était séparé de lui. Au bout d'une heure environ, le professeur Clavering coupa le moteur et hissa un peu de voile à titre d'essai. Le vent était favorable, mais il n'était guère expert en navigation à voile, et il surveilla de près son compas. Enfin, Koua fut en vue, comme une bosse brune sur un océan de bleu. Il lui fallut approcher beaucoup avant d'apercevoir la moindre verdure, et celle-ci n'apparaissait qu'à la cime de certains arbres. Déjà, il cherchait des yeux tout ce qui pouvait ressembler à un escargot géant, et il regrettait de ne pas avoir emporté de jumelles. Mais l'île avait à peine 5 kilomètres de long sur 1,5 km de large. Il décida de se diriger vers une petite plage. Il laissa tomber les 2 ancres dans une eau si claire qu'il put voir le sable au fond. Il resta debout quelques minutes sur le pont. La seule forme de vie qu'il aperçut consistait en quelques oiseaux perchés à la cime des arbres, des oiseaux huppés aux couleurs vives, qui émettaient des cris qu'il n'avait encore jamais entendus. Il n'y avait absolument pas la moindre végétation à ras de terre, aucune trace de l'herbe, ni des oiseaux qu'on se serait normalement attendu à trouver sur une île de ce genre, très semblable aux Matoussas quant à la couleur du sol, et cela augurait favorablement de la présence d'escargots, qui avaient peut-être dévoré toute la verdure à leur portée. Il était seulement 2 heures moins le quart. Le professeur Clavering mangea un morceau de papaye, 2 œufs durs et fit chauffer du café sur son réchaud à alcool, car il n'avait encore rien avalé depuis 6 heures du matin. Puis, la hachette et le couteau de chasse attachés à la ceinture de son short kaki, l'appareil photo autour du cou, il se laissa glisser dans l'eau. Le Samantha n'avait pas de barque. Il s'enfonça jusqu'au cou avant d'avoir pied, mais put marcher sur le fond en maintenant l'appareil photo en l'air. Il émergea tout essoufflé, car il pesait quelques 10 kilos de trop. Le professeur Clavering allait regretter chacun de ces kilos avant la fin du jour, mais pendant qu'il reprenait haleine, en regardant autour de lui, et qu'il se sentait sécher à la chaleur du soleil, il éprouva un réel bonheur. Il essuya sa hachette et son couteau avec du sable sec, puis marcha vers l'intérieur, l'œil aux aguets, s'attendant à voir n'importe où, en mouvement ou immobile, la forme arrondie d'une coquille d'escargot. Mais comme les escargots étaient plus ou moins nocturnes, il se dit qu'il avait sans doute des escargots qui dormaient dans l'une ou l'autre cavité ou fente des rochers et qui n'avaient pas l'intention d'en sortir avant la tombée de la nuit. Il décida de traverser d'abord l'île en largeur, puis de longer la côte vers la droite ou la gauche et de faire ainsi le tour de l'île. Il avait à peine parcouru 500 mètres quand son cœur bondit. À 10 mètres devant lui, il vit 3 jeunes arbres, au tronc complètement recourbé, et dont toutes les feuilles supérieures avaient été arrachées et mangées. Les jeunes arbres avaient plus de 10 centimètres de diamètre à la base. Il avait fallu un poids considérable pour le courber ainsi, au moins 50 kilos. Le professeur inspecta les arbres et le sol pour y retrouver des traînées d'escargots. Il n'en découvrit aucune. Mais la pluie avait pu les effacer. Un escargot doté d'une coquille d'1 mètre de diamètre ne pèserait pas assez pour courber un tel arbre. Le professeur Clavering espérait donc maintenant un animal encore plus gros. Il avança d'un pas décidé. Il atteignit l'autre côté de l'île. La mer avait creusé dans le rivage une échancrure qui formait un petit ravin en grande partie asséché, long d'une centaine de mètres et profond de quelques 10 mètres. À cet endroit, la terre était sablonneuse mais humide, et il vit qu'il y avait un peu de végétation, du moins quelques plaques d'herbe çà et là. Mais les branches basses de tous les arbres avaient été dépouillées de leurs feuilles, et depuis si longtemps qu'elles s'étaient desséchées et étaient tombées. Le professeur Clavering se pencha et regarda en bas du ravin. Il vit, juste au bord de l'escarpement, du côté où il se trouvait, une masse arrondie, d'un rose brunâtre, qui n'était ni la roche, ni le sable. S'il s'agissait d'un escargot, il était monstrueux. Involontairement, il recula d'un pas, en faisant glisser quelques galets qui s'éparpillèrent dans le ravin. Le professeur contourna le ravin en courant, pour examiner la chose sous un meilleur angle. C'était un escargot, et sa coquille avait presque 5 mètres de haut.
Il voyait son côté gauche, celui qui était dépourvu de spirale. On aurait dit une voile d'un rose vif, couleur fleur de pêcher, pensa-t-il, gonflée de vent, où le soleil faisait briller et miroiter des taches de nacre et d'argent, cependant que l'énorme animal commençait à bouger. La petite pluie de galets l'avait réveillé, comprit soudain le professeur. Si la coquille mesurait 5 mètres ou un peu plus de diamètre, il calcula que le corps de l'escargot devrait faire quelque 6 mètres de long une fois déroulé. Figé sur place, le professeur restait là, debout, enthousiasmé aussi bien par l'expression encore incomplète, mais plus pour longtemps, de quelque chose clavéringie qui galopait dans son esprit, que par le fait qu'il contemplait un spectacle qu'aucun homme n'avait jamais vu, du moins aucun savant. La caisse à claire-voie devrait être plus grande qu'il ne l'avait prévu, mais le Samantha pourrait l'emporter sur le pont avant. L'escargot reculait, pour sortir sa tête du renfoncement étroit du ravin. Le corps humide, couleur de thé au lait, apparut avec la lenteur d'un serpent gigantesque s'éveillant du sommeil. Tout était silencieux, à l'exception des galets qui tombaient dessous l'escargot pendant qu'il levait la tête, à l'exception de la respiration oppressée du professeur. La tête de l'escargot, tournée vers l'intérieur de l'île, s'éleva de plus en plus haut, et ses cornes, grâce auxquelles il voyait, commencèrent à s'allonger. Le professeur Clavering se rendit compte qu'il l'avait dérangé dans son sommeil diurne, et une brève terreur le poussa à battre en retraite de nouveau, en faisant tomber encore des galets le long de la pente. L'escargot entendit ce bruit, et tourna lentement son énorme tête vers lui. Le professeur se sentit paralysé. Un visage colossal le regardait, un visage dont les bajoux ou les lèvres écaillées retombaient sur les côtés, et dont les cornes, longues de plus d'1,50 m maintenant, portaient à leur extrémité les yeux qui le scrutaient, à sa hauteur et à moins de 3 mètres de lui, avec le dédain d'une sorte de face à main herculéen, avec la puissance inconnue d'une paire de longues vues démesurées. L'escargot se dressait si haut qu'il lui fallait courber ses cornes pour le garder dans son champ visuel. 6 mètres de long, il devait mesurer plutôt 8 à 10 mètres. L'escargot se tourna pour avancer vers lui. Le professeur ne bougeait toujours pas. Il savait ce qu'étaient les dents d'escargot. Même un petit escargot de jardin en possède quelques 20 000 paires, agencées comme des séries de peignes, et l'on pouvait voir la rangée supérieure des dents de devant qui se mouvaient constamment, de haut en bas, juste derrière la chair transparente. Un escargot de cette taille, avec des dents proportionnées, pouvait couper un tronc d'arbre aussi rapidement qu'une hache de bûcheron, pensa le professeur. L'escargot avançait et gravissait les rochers avec un aplomb monumental. Il fut contraint de rester immobile quelques secondes, rien que pour l'admirer. Son escargot. Le professeur ouvrit son appareil et prit une photo, juste au moment où l'escargot hissait sa coquille par-dessus le bord du ravin. « Tu es magnifique, dit le professeur Clavering d'une voix douce et empreinte d'un vague effroi. Puis il recula de quelques pas. Il était bien agréable de penser qu'il pouvait gambader çà et là, avec agilité, relativement parlant, en observant l'escargot sous tous les angles, tandis que l'escargot ne pouvait que ramper vers lui, à la vitesse approximative d'1 mètre toutes les 10 secondes. Le professeur décida d'examiner l'escargot pendant 1 heure environ, et de retourner ensuite au Samantha pour écrire quelques notes. Il dormirait à bord du bateau, prendrait encore quelques photos le lendemain matin, puis repartirait vers les Matoussas en utilisant le moteur. Il trotta une vingtaine de mètres, puis se retourna pour observer l'approche de l'escargot. L'escargot se déplaçait la tête levée à 1 mètre au-dessus du sol, et ses yeux ne perdaient pas de vue le professeur. Il allait plus vite, maintenant. Le professeur Clavering se replia plus tôt que prévu, et avant d'avoir pu prendre une autre photo. À présent, le professeur cherchait des yeux autour de lui un compagnon de l'escargot. Il était plutôt content de ne pas en apercevoir, mais il se garda d'écarter l'éventualité d'un compagnon. Il ne serait guère plaisant de se retrouver coincé par 2 escargots, et pourtant cette idée l'excitait. Il était inimaginable que, dans quelque situation que ce fût, il ne parvint pas à échapper à 2 créatures aussi lentes et lourdes que le quoi Amydalus persica. Son esprit restait fixé sur les pêches à cause de la belle couleur de la coquille. Carnivora, peut-être, la véringie. Le professeur pensa qu'il aurait le temps d'améliorer cette appellation et continua de marcher à reculons tout en observant. Un petit bosquet d'arbres,
lui donna une idée. S'il se mettait au milieu du bosquet, l'escargot ne pourrait pas l'atteindre, et quant à lui, il en profiterait aussi pour l'examiner de près. Le professeur se campa solidement au centre des 12 ou 15 arbres, tous hauts de 6 mètres environ. L'escargot, sans ralentir le moins du monde, se mit à contourner le bosquet, toujours en guettant le professeur. Ne trouvant pas d'ouverture assez large entre deux arbres, l'escargot leva sa tête plus haut, à 4 ou 5 mètres, et commença à grimper le long des arbres. Des branches craquèrent, et un arbre se cassa en deux. Le professeur Clavering baissa brusquement la tête et recula. Il entrevit fugitivement un ventre énorme qui glissait sans se blesser sur un tronc d'arbre hérissé d'aspérité et une bouche circulaire large de 60 centimètres qui était ouverte et laissait voir la rangée encore plus large des dents de dessus, pareille à celle d'un requin qui mâchonnait automatiquement. L'escargot se promenait tranquillement sur la cime des arbres, dont quelques-uns se remettaient en place comme des ressorts quand le poids de l'escargot les quittait. Clic, fit l'appareil photo du professeur. Quel spectacle! On aurait dit une course d'obstacles au ralenti. Il s'imagina en train d'épater ses amis en leur racontant cette histoire, avec la photo comme preuve à l'appui, dès qu'il serait de retour en Californie. Le vieux professeur McIlroy, du département de biologie, lui avait ri au nez, parce qu'il dépensait 7 000 $ pour une tentative dont il avait prédit l'échec. Comme le professeur Clavering commençait à se fatiguer, il coupa directement vers le Samantha. Il remarqua que l'escargot obliquait également, de manière à pouvoir l'intercepter s'ils continuaient chacun à son allure régulière, quoique différente. Le professeur eut un petit rire de satisfaction amusée, et courut un peu. L'escargot prit lui aussi de la vitesse, et le professeur se rappela les amples ondulations du corps de l'escargot quand il était grimpé sur les arbres. Il serait intéressant de voir quelle vitesse l'escargot pourrait atteindre dans une course en ligne droite. Mais il faudrait attendre le retour en Amérique pour pratiquer une telle expérience. Il arriva au bord de l'eau et vit sa plage, à quelques mètres, sur la droite. Mais aucun bateau ne s'y trouvait. Il avait dû se tromper, pensa-t-il, et sa plage était située de l'autre côté de l'île. Alors, il aperçut le Samantha, à presque 1 kilomètre de distance, à la dérive, dans l'océan. Bon sang, s'exclama le professeur Clavering. Il avait fait une fausse manœuvre avec les ancres. Oserait-il tenter de nager jusqu'au bateau? La distance l'effrayait, et elle s'agrandissait à chaque minute. Un bruit de galets entrechoqué derrière lui le fit se retourner. L'escargot était à peine à 6 mètres. Le professeur descendit en courant vers la plage. Il devait bien y avoir une anfractuosité dans les rochers de la côte, une caverne quelconque, même toute petite, où il serait hors d'atteinte de l'escargot. Il voulait se reposer un moment. Ce qui l'ennuyait vraiment maintenant, c'était la perspective d'une nuit froide, sans couverture et sans vivres. Les indigènes des Matoussas ne s'étaient pas trompés. Il n'y avait rien à manger, sur quoi. Le professeur Clavering s'arrêta net. Ses souliers glissèrent sur le sable et les galets. Devant lui, sur la plage, à moins de 15 mètres, se trouvait un autre escargot, aussi gros que celui qui le suivait, et d'une couleur légèrement plus claire. Sa queue baignait dans la mer, et sa bouche dégouttait d'eau, tandis qu'il se dressait pour mieux le regarder. C'était cet escargot, comprit le professeur, qui avait coupé, avec ses dents, les cordes de chanvre, et avait laissé le bateau partir à la dérive. Les cordes de chanvre, toutes neuves, avaient-elles quelque chose de particulièrement appétissant pour les escargots? Il écarta pour le moment ce problème de son esprit. Il y avait un escargot devant lui et un derrière lui. Le professeur continua à courir le long du rivage. La seule anfractuosité capable de l'abriter, et dont il connut l'existence avec certitude, était la caverne située au fond du ravin, de l'autre côté de l'île. Il se força à marcher quelque temps, à une allure modérée, et à respirer normalement. Puis il s'assit et s'accorda un peu de repos. Ce fut le premier escargot qui apparut d'abord, et, comme il a perdu de vue le professeur, il leva la tête et regarda lentement à droite et à gauche sans ralentir pour autant. Le professeur resta assis, sans bouger, la tête nue rentrée dans les épaules, espérant que l'escargot ne le verrait pas. Mais il n'eut pas cette chance. L'escargot l'aperçut, changea de cap, et alla droit vers lui. À sa suite arrivait le deuxième escargot, sa femme, son mari.
Le professeur ne pouvait le dire, et il n'existait aucun moyen de le savoir. Le professeur Clavering dut quitter l'endroit où il se reposait. Le poids de sa hachette lui rappela qu'il avait au moins une arme. Une bonne frousse, pensa-t-il. Une blessure légère les découragerait peut-être. Il savait qu'ils avaient faim, que leurs dents pouvaient déchiqueter sa chair bien plus facilement que les arbres, et que, morts ou vifs, ils seraient dévorés par ces escargots s'il leur en laissait l'occasion. Il saisit sa hachette et leur fit face, conscient de ne pas représenter une silhouette très redoutable, avec son léger embonpoint, ses jambes pâles et maigres, sa taille d'1 m 70, environ le tiers de celle des escargots. Mais ses sourcils, froncés, au-dessus de ses lunettes, exprimaient clairement sa détermination à se défendre jusqu'au bout. Le premier escargot se dressa quand il arriva à 3 mètres de lui.